Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Passez quelques instants en revue les livres qui m'ont occupé pour en retenir quelques éléments et les proposer à ceux qui seraient intéressés à avoir une petite idée à propos de ces livres. Aujourd'hui, de Henry David Thoreau, La désobéissance civile. Un livre qu'on peut penser d'actualité, ou en tout cas une question sans cesse à reposer, la question de l'obéissance au gouvernement. À partir de quand doit-on désobéir ? Voilà la question posée. Thoreau écrit ceci en 1846 aux États-Unis. Il écrit ceci parce qu'il a posé lui-même un acte de désobéissance civile. Il a refusé de payer ses impôts parce qu'il refuse au gouvernement américain le droit d'être son gouvernement à lui, parce que ce gouvernement, à ce moment-là, est en guerre contre le Mexique, une guerre provoquée par les États-Unis, et donc que Thoreau refuse, il refuse que l'argent qu'il verse soit utilisé pour aller faire mourir des gens dans une guerre impopulaire, et refusé en fait par le peuple américain. C'est ce que montre aussi Howard Zinn dans Une histoire populaire des États-Unis que j'ai lu il y a quelque temps. Vous pouvez retrouver la vidéo à ce propos-là sur cette guerre du Mexique. Il y a dans le peuple américain une résistance et qui s'exprime donc chez Thoreau par le refus de payer une taxe. Il refuse également l'esclavage, qui est sujet de débat à ce moment-là, et qui est encore en cours en 1846, quand il pose donc cet acte de refus de payer ses impôts, ce qui va lui valoir une nuit de prison. Il sera libéré sous caution, qu'il n'a pas payé lui-même, mais sa tante a payé ça. Il sera très fâché contre elle à cause de ceci. Lui aurait voulu rester en prison. Tout s'y passe plus ou moins bien pour lui. Bon, il fait qu'une nuit, évidemment, c'est pas tout à fait la prison à longue durée, et il s'y sent libre, parce que le concept au cœur de ce livre-là, c'est la liberté. Alors je vais lire le début de La désobéissance civile. C'est une traduction de Jacques Mellos, qui date de 2017, donc une traduction récente chez Gallmeister. Le meilleur gouvernement est le gouvernement qui gouverne le moins, est une devise à laquelle je souscris de tout cœur et que j'aimerais voir mettre en pratique plus promptement et plus systématiquement. Le meilleur gouvernement est le gouvernement qui gouverne le moins. Donc on voit une vision libérale, voire libertaire ou libertarienne dans le sens américain du terme, où le gouvernement doit être le plus discret possible. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en temps de pandémie, nos gouvernements ne sont pas discrets, mais ils ont des raisons qui les poussent à ne pas l'être, et cela ne veut pas dire que Thoreau aurait refusé la soumission à ces gouvernements-là aujourd'hui. La situation historique est différente, je ne vais pas parler à la place d'un mort. Lorsqu'on l'applique, donc le gouvernement est le gouvernement qui gouverne le moins. Lorsqu'on l'applique, elle se résume finalement à ceci, en quoi je crois également. Le meilleur gouvernement est le gouvernement qui ne gouverne pas du tout. Quand les hommes y seront prêts, c'est là le type de gouvernement qu'ils auront. Quand les hommes y seront prêts, nulle part sur Terre,
semble-t-il, les hommes n'y sont encore prêts un siècle et demi après Thoreau. Le gouvernement n'est au mieux qu'un expédient, mais il arrive souvent à la plupart des gouvernements, et parfois à la totalité d'entre eux, de se montrer tout sauf expédient. Les objections que l'on a pu faire à l'idée d'entretenir une armée permanente, objections nombreuses et puissantes, qui méritent de prévaloir, peuvent également être opposées à l'idée d'entretenir un gouvernement permanent. L'armée permanente n'est que le bras du gouvernement permanent. Le gouvernement qui n'est que la modalité selon laquelle le peuple a choisi d'exécuter sa volonté, dans un cadre démocratique, est lui aussi susceptible d'être sujet à l'erreur ou à la perversion avant que le peuple ait pu agir par son truchement. Voyez l'actuelle guerre mexicaine. C'est vraiment là le point de départ de l'opposition de Thoreau au gouvernement et de sa désobéissance civile. Voyez l'actuelle guerre mexicaine. Elle est l'œuvre d'un nombre relativement réduit d'individus utilisant le gouvernement permanent comme leur outil. Le peuple, au départ, n'aurait pas consenti à cette action. Notre gouvernement, le gouvernement américain, est-il autre chose qu'une tradition, récente de surcroît, qui cherche à passer telle qu'elle à la postérité tout en perdant à chaque instant un peu plus de son intégrité? Le gouvernement a moins de force et de vitalité que n'en possède un seul individu, car un individu seul peut le plier à sa volonté. Chez Thoreau, il y a un individualisme qui est extrêmement fort. C'est l'homme de Walden qui va vivre seul dans les bois, isolé du reste du monde. Un isolement, semble-t-il, d'ailleurs tout à fait relatif. Mais l'acte qui consiste à dire « je vis seul » est en dehors du gouvernement, en dehors même de la société, est un acte tout à fait individualiste. L'individu s'opposant au gouvernement ici. Et l'individu ayant la capacité de plier le gouvernement à sa volonté, quand même. Il y a une force de la résistance individuelle, même pas collective. On pourrait s'imaginer un mouvement collectif d'opposition au gouvernement, c'est pas ce que fait Thoreau. C'est un acte purement personnel, individuel. C'est une sorte de pistolet en bois que le peuple se donne à lui-même. Mais il n'en est pas moins nécessaire, car le peuple doit disposer d'une machinerie complexe d'un genre ou d'un autre, et entendre le vacarme qu'elle produit pour satisfaire l'idée qu'il se fait de ce qu'est un gouvernement. Les gouvernements montrent ainsi la facilité avec laquelle il est possible d'en imposer aux hommes. Au fond, un gouvernement, c'est une fiction, c'est virtuel en soi. Je n'ai pas un type du gouvernement qui est là derrière moi en permanence. Il est ailleurs, très loin, je ne le connais pas. Mais en même temps, je m'y plie. Il y a un vacarme du gouvernement qui fait que je vais lui obéir. C'est une chose merveilleuse, nous devons tous en convenir. Mais notre gouvernement n'a jamais de lui-même fait avancer aucune entreprise, sinon en s'effaçant diligemment. Laissons faire. Il y a une vision véritablement libérale de la place du gouvernement, qui est d'ailleurs mise en avant pour l'économie notamment, dans la suite du texte. Ce n'est pas lui, donc le gouvernement, qui assure la liberté du pays. Ce n'est pas lui qui civilise l'Ouest, ce n'est pas lui qui éduque. Le caractère intrinsèque du peuple américain est l'agent
de tout ce qui fut accompli. Ce n'est pas le gouvernement qui agit, c'est le peuple. Sans le gouvernement, semble dire ici Thoreau. Et il aurait pu accomplir encore d'autres choses si le gouvernement ne l'en avait pas parfois empêché. Car le gouvernement est un expédient par le truchement duquel les hommes aimeraient réussir à se laisser en paix les uns les autres. Et comme il a été dit, le gouvernement est le plus expédient lorsqu'il laisse les gouvernés en paix. S'il n'était doué d'une souplesse pareille à celle du caoutchouc, les échanges et le commerce ne parviendraient jamais à bondir au-dessus des obstacles que les législateurs ne cessent de dresser sur leur voie. Et si l'on devait juger ces derniers intégralement sur la foi des effets de leurs actes, et non pas partiellement sur la foi de leurs intentions, ils mériteraient d'être rangés dans la même catégorie que les brigands qui posent des obstacles sur les voies de chemin de fer et punis en conséquence. Là, on a une vision néolibérale du rôle du gouvernement face à l'économie, face au marché. Les gouvernements, il faut qu'ils s'effacent pour laisser faire. Mais Thoreau ne se contente pas de cette vision-là, donc il faut le lire jusqu'au bout. Enfin, je ne vais pas lire ça jusqu'au bout, je vais lire encore une page ou deux. Mais, pour parler pragmatiquement, et en tant que citoyen, je réclame, contrairement à ceux qui se prétendent anti-gouvernement, non pas la disparition immédiate de tout gouvernement, mais la formation immédiate d'un gouvernement meilleur. Que chaque homme fasse savoir quel genre de gouvernement mériterait son respect, et nous aurons fait un pas vers l'obtention d'un tel gouvernement. Après tout, la véritable raison pour laquelle, une fois que le pouvoir se trouve entre les mains du peuple, on permet à une majorité de régner et de continuer durablement à le faire, n'est pas que cette majorité a plus de chances d'avoir raison, ni que cela semble plus juste à la minorité, mais bien que cette majorité jouit d'une force physique supérieure. La majorité, par définition, elle est plus nombreuse, mais elle n'a pas forcément raison. Pourtant, un gouvernement dans lequel la majorité dicte toujours la loi ne saurait être fondé en justice, même au sens le plus large où les hommes peuvent entendre cette notion. Ne peut-il exister un gouvernement dans lequel ce ne sont pas les majorités qui décident virtuellement du juste et de l'injuste, mais la conscience? Un gouvernement dans lequel les majorités ne se prononcent que sur les questions susceptibles d'être tranchées selon le critère de l'utilité. Le citoyen doit-il jamais, ne fût-ce qu'un seul instant, ne fût-ce qu'extrêmement partiellement, abandonner sa conscience au législateur? Donc il y a cette idée de la supériorité de la conscience du citoyen, de la conscience individuelle, sur le gouvernement, le législateur, sur la loi donc. Si oui, pourquoi alors avons-nous tous une conscience, si on doit l'abandonner? Je pense que nous devrions être d'abord des hommes et ensuite des sujets. C'est intéressant ce terme de sujet, qui est plutôt un terme d'ancien régime, mais au fond, face à un gouvernement, nous sommes toujours de fait des sujets. Mais en tant que citoyens libres dans une démocratie, nous ne devrions pas être des sujets, mais être ce qu'il appelle des hommes, ici des humains. Il est moins souhaitable de cultiver le respect de la loi que le respect du bien moral. Là, on est au cœur de questions qui traversent toute l'histoire politique. C'est le geste d'Antigone qui veut offrir une sépulture décente à ses frères morts au combat contre l'avis du gouvernement et qui va choisir de suivre une loi supérieure, celle de sa conscience ou celle des dieux. Dans ce cas-là, il y a un fond religieux derrière aussi chez Thoreau. La seule obligation que j'ai le droit de suivre est celle de faire en tout temps ce que je pense être le bien.
on dit à fort juste titre qu'une corporation ne possède pas de conscience. Mais une corporation d'hommes de conscience est une corporation qui dispose d'une conscience. La loi n'a jamais en rien rendu les hommes plus justes. Là, on a affaire à une phrase extrêmement forte. La loi n'a jamais en rien rendu les hommes plus justes. Et par le fait même qu'ils la respectent, même les hommes de bonne disposition se conforment chaque jour en agent de l'injustice. Il y a une opposition ici à la loi. La loi comme étant ce qui nous pousse à être injustes. Respecter certaines lois, c'est s'opposer à la justice quand la loi est injuste. Une conséquence fréquente et naturelle d'un respect indu de la loi est que vous pouvez voir un défilé de militaires, colonels, capitaines, caporals, sergents, soldats, enfants de troupes et tout, marcher en ordre admirable, par monts et par vaux vers les champs de bataille, contre leur volonté. Oui, et contre leur bon sens, et contre leur conscience. Ce qui rend cette marche bien pénible, en vérité, et fait bondir les cœurs. Ils n'éprouvent aucun doute quant à la nature odieuse de l'affaire dans laquelle ils se trouvent engagés. Ils sont tous de composition pacifique, mais que sont-ils? Des hommes vraiment? Ou bien de petites forteresses et de petits arsenaux mobiles au service de quelques hommes de pouvoir sans scrupules? Visitez la base navale de Washington et regardez un soldat. Voilà le genre d'homme qu'un gouvernement américain peut faire d'un homme avec sa magie noire. À peine une ombre, à peine un souvenir de ce qu'est l'humanité. Un homme exposé vif, debout, mais déjà pourrait-on dire enterré sous les armes, avec toute la pompe funéraire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la lecture. Le texte est tellement court que j'aurais pu faire une lecture complète, mais je vous laisserai lire la suite si ça vous intéresse, c'est très très vite lu. Mais ce que l'on voit ici, c'est cette idée que la conscience est ce qui doit nous guider. Et c'est ce qui a guidé donc Thoreau dans cette désobéissance civile, dans l'acte qu'il a posé de ne pas payer les taxes au gouvernement américain, acte purement individuel, il n'a forcé personne d'autre à ne pas payer ses taxes. Il l'a fait lui, acte qu'il a accepté de payer par une nuit de prison, et il aurait accepté d'en faire plus, mais qui pose au fond une manière d'agir quand les gouvernements ne respectent pas les lois fondamentales. Pour lui, c'est cette guerre du Mexique et c'est l'esclavage qui s'oppose à tout ce qu'il dit sur la liberté. Et donc, voilà, une manière d'agir sans nuire aux autres, sans aller prendre les armes, et qui va inspirer beaucoup de mouvements. Thoreau va être derrière les mouvements de Gandhi, par exemple, de Luther King, de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc c'est un texte assez important qu'il ne faut pas non plus surinterpréter, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on doit être en permanence en opposition à notre gouvernement. On ne doit l'être que quand celui-ci prend des décisions, formule des lois qui vont à l'encontre de notre conscience. La désobéissance civile.